Pourquoi la Russie a-t-elle attaqué l'Ukraine en février 2022? Il doit y avoir eu une raison très convaincante car elle en a payé un prix stupéfiant au cours de ces 2 ans et demi. La guerre qui était censée être terminée en quelques jours s'est au contraire transformée en un conflit prolongé sans qu'aucune fin ne soit encore en vue. Nous faisons tourner cette chaîne avec des moyens très limités. Aidez-nous à atteindre 1000 abonnés pour débloquer la monétisation et améliorer la qualité ainsi que la régularité des vidéos. Si vous voulez des mises à jour rapides et claires, abonnez-vous. À l'été 2024, des sources américaines estiment les pertes russes à 350 000. Des sources britanniques avancent un chiffre encore plus élevé à 500 000 et ces pertes continuent d'augmenter. Rien qu'en mai, la Russie perdait, selon une analyse des renseignements occidentaux, environ 1000 hommes par jour. Pour l'instant, la Russie remplace ces hommes perdus avec des chiffres de recrutement compris entre 25 000 et 30 000 par mois. Les pertes matérielles, en revanche, ne sont pas si faciles à remplacer. À la mi-juillet 2024, la Russie a perdu au moins 3219 chars, 9700, 2 autres véhicules, 283 centres de commandement et de contrôle, 1164 pièces d'artillerie à tubes, 390 systèmes de lance-roquettes multiples, 259 systèmes de missiles solaires, 119 avions, 138 hélicoptères, 76 systèmes radars et 83 plateformes de guerre électroniques. Elle a vu la dévastation de sa flotte de la mer Noire avec 26 navires perdus. Elle a également vu son économie entravée par le régime de sanctions le plus étendu au monde, plus que l'Iran et la Corée du Nord réunis. Le résultat a été la perte d'une grande partie de l'autonomie géopolitique de la Russie, alors qu'elle se retrouve plus dépendante de la Chine. Sur le plan économique, des sources américaines estiment que la guerre a coûté à la Russie plus de 1000 milliards de dollars. Ces pertes soulèvent la question: qu'est-ce qui pourrait bien valoir un tel prix? Pourquoi Poutine était-il prêt à le payer? Dans cette vidéo, nous allons mener un petit travail de détective pour découvrir ce qui a réellement pu le motiver à lancer sa guerre d'agression au moment où il l'a fait. Comme la Russie est une dictature, l'opinion de Poutine est la seule qui compte. Nous devrons donc d'abord examiner sa vision du monde. L'opinion éclairée estime qu'il est fondamentalement un revanchard russe. Il y a de bonnes raisons de le croire. Dès 2005, Poutine a laissé entrevoir ses tendances idéologiques lorsqu'il a remarqué que la chute de l'Union soviétique était l'une des pires tragédies du XXe siècle. 2 ans plus tard, à Munich, Poutine a stupéfié les dirigeants mondiaux avec une longue diatribe contre l'ordre international de l'après-guerre froide, affirmant qu'il s'agissait de la construction d'un États-Unis aspirant à être l'unique maître du monde. Il a qualifié cela de pernicieux, révélant que cette version de l'ordre mondial n'était pas quelque chose auquel la Russie voulait être un partenaire constructif. L'année suivante, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord a publié la déclaration de Bucarest qui a approuvé le principe selon lequel l'Ukraine et la Géorgie rejoindraient l'Alliance. Il n'y avait cependant aucun calendrier ni feuille de route spécifique pour parvenir à cette fin, et il s'agissait d'un compromis entre les États-Unis, qui voulaient admettre les 2 pays, et la France et l'Allemagne, qui craignaient que ce mouvement n'antagonise la Russie. Poutine se trouvait en fait à Bucarest à ce moment-là et a tenté de faire pression sur les dirigeants de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord pour qu'ils n'autorisent pas les 2 pays à rejoindre l'Alliance. Ces faits soulèvent la question. Poutine a-t-il envahi l'Ukraine en février 2022, comme on le croit si souvent, principalement parce qu'il ne voulait pas que son voisin rejoigne l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord? Les actions de Poutine après la déclaration de Bucarest semblent le suggérer. Quelques mois seulement après sa publication, il a eu recours à la force là où ses mots avaient échoué. La Russie a envahi la Géorgie tirant parti des propres règles de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'Alliance n'autorise pas l'adhésion de membres ayant des différends territoriaux en cours. L'invasion de la Géorgie par Poutine qui a abouti à la création des territoires sécessionnistes largement non reconnus d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, soutenus par une présence militaire russe, continue, a garanti que le pays aurait les différends territoriaux permettant à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord de refuser son entrée. L'Ukraine, pendant ce temps, était sous la direction successive de dirigeants soit inefficaces, soit pro-russes, peu susceptibles de mener à bien l'adhésion à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, mais le peuple ukrainien n'était pas satisfait de ce qu'il obtenait.
En novembre 2013, les Ukrainiens se sont soulevés lorsque leur président de l'époque, Viktor Yanukovych, a rejeté un accord qui aurait orienté l'Ukraine plus près de l'Union européenne. À la place, il a favorisé un accord qui renforcerait les liens économiques de l'Ukraine avec la Russie. Comme l'économie russe ne produit pas grand-chose en dehors du pétrole et du gaz naturel qui soit désiré par les gens, cela a naturellement été impopulaire auprès du peuple ukrainien. Souvenez-vous de cela car ce sera important plus tard. Les manifestations d'Euromaïdan qui ont suivi ont culminé avec la révolution de la dignité de février 2014 qui a renversé le régime pro-russe de Yanukovych. Poutine a alors repris une page de son manuel de 2008 et a soutenu des éléments séparatistes dans la région orientale ukrainienne du Donbass, qui compte de nombreux Russes ethniques et des russophones. Avec le soutien de Moscou, les séparatistes ont établi les républiques populaires non reconnues de Donetsk et de Louhansk. Pendant ce temps, Poutine a mobilisé ses petits hommes verts et a annexé la Crimée, une décision qu'il a ensuite justifiée par un référendum bancal. Cependant, Poutine n'est pas allé plus loin que cela et les accords de Minsk de 2015 ont abouti à un cessez-le-feu général selon ses lignes, même si des combats sporadiques ont continué. Pour l'Occident, les accords de Minsk étaient tolérables, mais décevants. Cependant, pour Poutine, les accords de Minsk constituaient une forme de succès. Il semblait satisfait de ce nouveau statu quo, tournant en dérision les sanctions limitées qui ont résulté de son annexion non reconnue de la Crimée. Poutine a présenté l'annexion au public russe comme son plus important succès de politique étrangère. Il a renforcé son contrôle de la péninsule avec de nouvelles bases militaires et un pont à travers le détroit de Kertch qui la reliait au continent russe. Il a aussi réussi à faire à l'Ukraine ce qu'il avait fait à la Géorgie en 2008. En créant de nouveaux différends territoriaux et ethniques en Ukraine, il l'a effectivement empêché de rejoindre l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Cela suggérerait que l'élargissement de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et la perspective de l'entrée de Kiev dans l'Alliance n'étaient pas la raison principale pour laquelle Poutine a décidé de lancer une invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. L'expansion vers l'est de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord l'agaçait clairement, et sa suggestion selon laquelle toute condition de paix pour la guerre actuelle doit inclure une garantie que l'Ukraine ne rejoigne jamais. L'Alliance montre que c'est un objet important pour lui, mais cela ne répond pas à la question critique. Pourquoi Poutine a-t-il attendu jusqu'en 2020, 18 ans après son intervention initiale en Ukraine, pour envahir l'expansion de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, n'était vraisemblablement pas la réponse. Alors quoi d'autre pourrait l'être ? L'idéologie revancharde susmentionnée de Poutine semble avoir été une grande raison de l'invasion. En juillet 2021, il a publié un essai intitulé « Sur l'unité historique des Russes et des Ukrainiens ». Dans ce document, il a insisté sur le fait que les Ukrainiens et les Russes étaient un seul peuple, un tout unique. Il a affirmé que le régime ukrainien post-Maïdan niait cette réalité historique et encourageait même des éléments néo-nazis dans sa tentative de le faire. Ce document a été l'un des indices utilisés par la communauté du renseignement américaine pour déterminer que le substantiel renforcement militaire de la Russie à la frontière cette année-là conduirait probablement à une invasion et ne faisait pas partie d'un exercice. Poutine a continué à mettre en avant son idéologie revancharde à mesure que 2021 touchait à sa fin. En décembre, il a déclaré que la fin de l'Union soviétique était la fin de la Russie historique, qu'un millénaire avait été nécessaire à créer et une tragédie humanitaire qui avait coupé 25 millions de Russes ethniques dans les nouveaux États post-soviétiques de leur patrie. Ces commentaires ont révélé une motivation qui allait au-delà de la prévention de l'adhésion de l'Ukraine à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. La fin de l'Union soviétique a été un revers majeur pour la politique étrangère traditionnelle de la Russie, qui appelle à l'acquisition de frontières naturellement défendables. Comme la Russie se situe sur la plus vaste étendue de la plaine d'Europe, c'est un objectif difficile à atteindre. C'est la raison de l'expansion rapide de la Russie à travers la masse continentale eurasienne, à partir du règne d'Ivan le Terrible au XVIe siècle. L'influence de la Russie a culminé pendant la guerre froide, lorsque l'Union soviétique et ses États satellites du pacte de Varsovie s'étendaient loin vers l'ouest, dans la plaine d'Europe, et profondément en Asie centrale. Ces gains territoriaux et géopolitiques ont été perdus à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique.
En conséquence, la Russie s'est retrouvée avec une longue frontière s'étendant de l'Arctique et de la Baltique jusqu'à la mer Noire, sur une vaste plaine qui ne pouvait pas être défendue. C'était un renversement de la situation qui prévalait pendant la guerre froide. La décision de Poutine d'envahir l'Ukraine était en partie une tentative de récupérer les frontières d'avant 1991, qui étaient plus courtes et plus faciles à défendre. Cela semblerait indiquer un fort mobile géopolitique pour l'invasion, même si cela complète aussi le mobile idéologique. Comme il l'a mentionné en juillet et en décembre 2021, Poutine a également déploré la diaspora de la culture russe qui a accompagné l'effondrement de l'Union soviétique. Poutine croit au soi-disant modèle d'État-civilisation du monde où les frontières nationales sont moins pertinentes que les liens historiques, culturels et linguistiques qui pourraient transcender ces frontières. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a soutenu que le gouvernement ukrainien post-Maïdan niait le passé de leur pays. Même si la plupart des historiens ont rejeté les affirmations de son essai comme non historiques, Poutine y croit probablement. L'essai est son affirmation selon laquelle un gouvernement ukrainien sous contrôle occidental de facto opprimait des personnes d'héritage linguistique et culturel russe était à ses fins une justification idéologique pour envahir l'Ukraine. Même s'il ne croit pas à ces affirmations, elles fournissent au moins un prétexte commode pour justifier l'invasion auprès du peuple russe et les difficultés qu'il a subies en conséquence des sanctions et de la perte d'êtres chers à cause de la guerre. Il peut aussi y avoir des raisons démographiques à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En mars 2023, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Poutine pour la déportation et le transfert illégaux d'enfants depuis les territoires ukrainiens occupés par la Russie. En conséquence, tous les États qui participent à la Cour pénale internationale ont l'obligation de le placer en détention dès qu'il met le pied sur leur sol. La décision de Poutine de s'engager dans ce transfert de population pourrait révéler une motivation démographique plus profonde derrière l'invasion. Avant sa chute, l'Union soviétique avait la troisième plus grande population du monde, avec près de 287 millions de personnes recensées lors du recensement de 1989. Cependant, l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques a laissé à la Russie une population d'environ 137,5 millions, un peu moins de la moitié du total. Aujourd'hui, en 2024, la Fédération de Russie a une population de 144 millions, mais son taux de fécondité est de 1,826 naissances par femme, bien en dessous du niveau de remplacement. À la fin du siècle, sa population tombera à 112 millions. Son âge moyen actuel est de 40 ans. Cela augmentera fortement au cours des prochaines décennies. Une population plus âgée signifiera des problèmes de recrutement pour l'armée russe et une part beaucoup plus grande des ressources nationales consacrées aux soins aux personnes âgées. La déportation forcée d'enfants ukrainiens et d'autres citoyens ukrainiens peut donc être considérée comme un moyen d'inverser le déclin démographique de la Russie et d'éviter l'envolée de l'âge moyen. L'invasion de Poutine pourrait autant viser à récupérer la base démographique soviétique qu'à restaurer les frontières soviétiques. L'Ukraine, comme de nombreux pays post-soviétiques, est elle aussi en déclin démographique avec un taux de fécondité de seulement 1,44 naissances par femme. Cependant, transférer la jeune population de l'Ukraine est une manière de retarder les problèmes qui viendront pour la Russie. Peut-être Poutine pense-t-il que cela lui fera gagner du temps pour inverser plus sérieusement le déclin démographique en Russie même. Cependant, il existe un problème critique avec ces trois interprétations. Les raisons idéologiques, géopolitiques et démographiques sont vraisemblablement toutes importantes pour Poutine, mais elles ne nous disent toujours pas pourquoi il a décidé d'envahir l'Ukraine en février 2022. Si ces raisons étaient réellement convaincantes, il aurait eu un avantage beaucoup plus grand s'il avait décidé de lancer l'invasion en 2014 lorsque les troubles ont commencé. L'armée ukrainienne n'était pas préparée aux événements de cette année-là. Poutine a saisi la Crimée avec facilité. Les forces ukrainiennes n'ont pas été à la hauteur dans la guerre du Donbass, ce qui explique pourquoi, en 2022, l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel a décrit les accords de Minsk comme un effort de sa part pour gagner du temps afin que l'Ukraine renforce son armée. Cette histoire et les supposés efforts de modernisation de la Russie dans les années qui ont suivi 2014 ont donné aux États-Unis et à leurs alliés l'impression que l'Ukraine ne pourrait pas résister à l'assaut russe.
Cependant, l'Ukraine a fait bien mieux et la Russie bien pire que ce que quiconque avait prévu. L'idée de Merkel de gagner du temps pour que l'armée ukrainienne se renforce a porté ses fruits. Au cours des années intermédiaires depuis les accords de Minsk, les Ukrainiens ont reçu des armes, une formation, et ont forgé un partenariat de renseignement avec l'Occident, ce qui s'est avéré dévastateur pour les forces russes sur le champ de bataille. Le gouvernement ukrainien post-Maïdan a également eu le temps de devenir plus fort et d'enraciner son soutien parmi le peuple ukrainien qui a enfin vu des progrès dans la construction des liens plus étroits avec l'Occident qu'il voulait depuis si longtemps. La plupart de ces choses étaient fausses en 2014 et 2015. Le gouvernement ukrainien était en chaos et son armée n'était pas préparée. En retardant son invasion jusqu'en 2022, Poutine a donné à l'Ukraine le temps de devenir plus forte. Peut-être craignait-il les sanctions et d'autres méthodes de représailles à l'époque, et il est vrai que le délai a donné à la Russie le temps d'accumuler des réserves supplémentaires en devises étrangères pour lui offrir davantage de coussins, mais si la conquête de l'Ukraine était son objectif, il a manqué sa meilleure chance. Pourquoi a-t-il vraiment attendu ? La réponse a peut-être davantage à voir avec la mutation de l'économie mondiale qui s'est produite au cours des 10 dernières années. Comme mentionné, la Russie est un pays qui dispose de ressources abondantes, mais ne produit pas grand-chose en matière de biens mondialement demandés. Son industrie pétrolière et gazière est de loin la plus importante. Le secteur de l'énergie a fourni les recettes de 45% du budget fédéral de la Russie et représentait 54% des exportations du pays en 2021. Cependant, il y a un spectre à cet horizon, le spectre du changement climatique. L'atténuation du changement climatique induit par le carbone est devenue une priorité majeure des politiques internationales avant la guerre, en particulier dans l'Union européenne, qui avait été le plus grand client énergétique de la Russie et reste le deuxième plus grand encore aujourd'hui. Le droit de l'Union européenne exige que le bloc réduise ses émissions de carbone de 55% d'ici 2030 et atteigne la neutralité carbone d'ici 2050. Le résultat a été un virage vers le développement d'énergies alternatives sans carbone et de matériaux fonctionnant à l'électricité, plutôt qu'avec des moteurs à combustion interne ou à gaz. Le meilleur exemple serait peut-être la croissance des voitures électriques. Cette croissance a été explosive. En 2017, seulement 1% des nouvelles voitures vendues dans le monde étaient électriques. En 2023, c'était 18%. Le passage à l'énergie électrique et aux sources d'énergie sans carbone pose un risque existentiel pour l'économie russe. Les Saoudiens sont également aux prises avec ce problème, et le résultat a été le lancement d'une tentative globale de diversification de leur économie, appelée Sodivision 2030. Le plan semble porter ses fruits, la croissance hors pétrole s'accélérant depuis 2021, se situant autour de 5% en 2022 et 2023. La Russie, cependant, n'a pas de plan de ce type, sauf la guerre elle-même. L'Ukraine possède des minéraux précieux qui seront bien plus demandés à mesure que l'économie mondiale passe progressivement des combustibles fossiles à une énergie sans carbone et à l'électricité. Le lithium est l'un des plus importants d'entre eux car il est un composant vital des batteries nécessaires au fonctionnement de ces nouvelles technologies comme les voitures électriques. L'Ukraine dispose d'importants gisements de lithium dans son oblast de Donetsk que la Russie contrôle partiellement. Si la Russie peut avancer plus à l'ouest et au nord depuis ses lignes actuelles, elle peut aussi atteindre les stocks significatifs dans l'oblast de Kirovohrad en Ukraine. Ces gisements de lithium ont déjà fait l'objet de manœuvres géopolitiques. En 2021, l'Union européenne et l'Ukraine ont formé un partenariat stratégique autour des minerais ukrainiens, le lithium étant particulièrement à l'esprit des décideurs politiques. À ce jour, l'Union européenne importe la plupart de son lithium de Chine. On comprend aisément que Bruxelles souhaite réduire cette dépendance et s'assurer que Pékin ne puisse pas s'installer au centre de cette technologie émergente. L'Ukraine est l'un des rares pays disposant de grandes réserves de lithium selon des estimations jusqu'à 10% des réserves mondiales et sa proximité avec l'Union européenne rend ses stocks de lithium très précieux. Selon Ulrich Blum, fondateur et directeur général du Lithium Institute basé en Allemagne, l'Europe peut obtenir la majeure partie de ce dont elle a besoin pour sa transition énergétique depuis l'Ukraine. Poutine exerce donc désormais un levier sur une priorité géopolitique européenne importante. S'exprimant auprès de Deutsche Welle News en Allemagne,
Gracelyn Baskaran, directrice du Project on Critical Minerals du Center for Strategic and International Studies, a mentionné que les ressources naturelles peuvent prolonger les conflits et que l'exploitation du lithium et des autres gisements minéraux là-bas pourrait être une source vitale de fonds pour l'armée russe dans la poursuite de ses opérations, même si Poutine devrait reconstruire le réseau que ses missiles et ses drones ont si sévèrement dévasté, puisque l'extraction minière est une activité énergivore, pouvant consommer jusqu'à 50% de l'électricité localement disponible. De plus, la présence de ces ressources agirait comme un désincitatif pour Poutine à céder du territoire dans un règlement négocié pour mettre fin à la guerre. Le contrôle des minéraux par la Russie rendrait aussi plus difficile l'investissement du secteur privé en Ukraine et l'aide au processus de reconstruction d'après-guerre. L'Agence internationale de l'énergie estime que la demande de lithium à elle seule triplera d'ici la fin de la décennie et augmentera d'un facteur 10 d'ici 2050. Il existe une autre raison attrayante pour la Russie de s'emparer des ressources minérales de l'Ukraine. Baskaran a mentionné que la Russie produit encore des minéraux comme l'uranium, le palladium et le nickel, un autre élément important pour une économie décarbonée au même niveau qu'en 2021. Cependant, depuis le début de la guerre, l'exploration de nouvelles ressources a chuté de 60 à 70%. L'exploration en Ukraine peut aider à compenser une partie de ce déficit. La Russie rend aussi service à la Chine en contrôlant les ressources minérales de l'Ukraine. Si l'Europe doit acheter du lithium l'invasion de Poutine, la force à continuer de dépendre de la Chine, du moins à court terme. S'il consolide sa conquête, il aura un levier sur la capacité de l'Union européenne à atteindre ses objectifs de décarbonation et un filet de sécurité face à la réduction de la demande de combustibles fossiles russes. La Russie est un pays riche en ressources et possède sa propre offre de ces matériaux, mais la richesse minérale de l'Ukraine entre le lithium et les réserves de terres rares pourrait se situer entre 3 000 milliards de dollars et 11 000 milliards de dollars. En pratique, exploiter cette richesse permettrait à la guerre de se financer elle-même. Cela renforcerait aussi le partenariat stratégique avec la Chine, qui est l'acteur dominant du raffinage de nombreux de ces minéraux. L'axe russo-chinois exercerait donc un levier significatif sur les pays occidentaux et pourrait entraver leurs objectifs de décarbonation. Alternativement, la Russie et la Chine pourraient facturer des frais exorbitants pour l'utilisation de ces matériaux, sachant à quel point la neutralité carbone est une priorité pour les décideurs occidentaux. Bloom a clairement indiqué que pour une transition énergétique stable et une industrie européenne des batteries robustes, une Ukraine libre et démocratique souveraine sur ses frontières internationalement reconnues est essentielle. Bloom a mentionné que ces gisements étaient bien connus depuis l'époque soviétique, donc Poutine savait qu'ils étaient disponibles, et que sa stratégie consistant à attaquer les infrastructures civiles est une tentative de vider la terre de ses habitants afin que ces ressources précieuses puissent être exploitées sans conséquence. La déportation par Poutine de personnes dans l'est de l'Ukraine peut aussi être considérée comme faisant partie de cette stratégie. De nombreux experts avertissent que les ressources naturelles de l'Ukraine n'étaient pas la raison pour laquelle Poutine a décidé de lancer sa guerre d'agression. Cependant, il est difficile d'écarter le timing. Il n'est probablement pas fortuit que Poutine ait décidé d'envahir au moment où la demande de lithium et d'autres éléments de la décarbonation a commencé à grimper en flèche. Poutine avait des motivations idéologiques et géostratégiques profondément ancrées pour son invasion, mais peut-être que la nouvelle réalité économique est la chose qui l'a amené à foncer à pleine vitesse en février 2022. Mais qu'en pensez-vous ? Quel rôle les minerais de lithium et de terres rares de l'Ukraine ont-ils joué dans la décision de Poutine d'envahir et dans le choix du moment de l'invasion ? N'oubliez pas de nous le dire dans les commentaires. Et assurez-vous aussi de cliquer sur le bouton j'aime pour soutenir la chaîne et de vous abonner pour plus d'analyses militaires par des experts militaires.